Bonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Madame Sokhna Dieng Mbacké. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur du livre phénoménal Général Kara chez les éditions Feu de Brousse de l'aimable Amadou Lamine Sall. L'ouvrage est l'œuvre d'une épouse, d'une talibée, d'une amie et d'une confidente privilégiée, dit le préfacier, le président Moustapha Niasse. C'est un livre émouvant parce que la narration vient du cœur et pas de n'importe lequel, car dans la vie de Serigne Modou Kara, vous êtes aux premières loges depuis plus de 3 décennies maintenant et on apprend beaucoup de choses extraordinaires sur la vie de l'homme dans ce livre dont vous dites que la motivation première est de faire que votre mari, ce personnage mystérieux, ne demeure pas un éternel incompris. Expliquez-nous. Oui. Auzu billah, bismillah, inna waliyallah. Merci Monsieur Diop Cherif. Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant. Je prie sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ses vaillants compagnons et sa sainte famille. Je réaffirme mon allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, notre sauveur ici-bas et dans l'au-delà. Et je rends hommage également à Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, qui, comme vous le dites, est l'objet de ce livre que je vais sortir samedi prochain, Inch'Allah. J'ai compris durant ces longues années que le général de Bamba, comme on l'appelle, est un personnage célèbre. Dès qu'on parle de lui, tout le monde sait de qui on parle. C'est vrai. Mais malheureusement, il y a des aspects, des facettes de sa personnalité qui restent inconnus ou méconnus. Ou même très souvent, comment on dit ça ? Très souvent transformé, Oui. parce que pour non-compréhension. Et j'ai estimé qu'un personnage de cette dimension devait laisser à la postérité une image, un modèle, une référence, compte tenu des valeurs qu'il véhicule et de son amour incommensurable pour son grand-père et guide, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Alors c'est pour cela que j'ai décidé, et ça n'a pas été facile. Oui. Quelqu'un aurait demandé pourquoi je n'ai pas écrit mes mémoires. Oui. J'aurais dû commencer peut-être par cela. Oui. Mais j'étais fascinée par le personnage et je pensais que d'accord, il y avait quelques écrits, des livres qu'il laisse et beaucoup de choses, mais qu'il fallait peut-être faire un livre pour le faire découvrir plus amplement. Oui. Même si ceux qui lisent au Sénégal, me dit-on, ne sont pas trop nombreux, mais je pense qu'ils auront la curiosité de regarder cet ouvrage. En tout cas, il y a beaucoup de choses à découvrir sur Serigne Modou Kara et vous avez raison, vous ne parlez pas beaucoup de vous. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Exactement. Vous fêtez, pour en tout cas revenir sur les motivations de ce bouquin, vous fêtez vos noces d'ambre cette année. Oui. Donc 34 ans de mariage. Est-ce que la parution de ce livre est, symbolise la célébration de votre union, le couronnement de l'attachement l'un à l'autre? Ça peut être considéré comme cela, Oui. mais je pense que c'est un hasard. Parce que j'ai commencé le livre il y a bientôt 4 ans. Oui. Et donc je pensais le lancer bien avant 2024. Oui. Et bon, avec les aléas de l'écriture, des corrections et autres, je n'ai pas pu le sortir. Et c'est un heureux hasard que ça tombe avec ces 34 ans de compagnonnage. Et je pense que c'est un hymne à un compagnonnage assez spécial. Oui. Parce que je dis souvent que 2 personnes issues de milieux différents, avec des conceptions différentes de la vie, si elles arrivent à s'entendre et à rester ensemble pendant plus de 3 décennies. Malgré tout, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort à la base et que c'est cela que je voulais célébrer avec ce livre. Et vous le dites vous-même, qu'il vous surprend encore 34 ans après. Ma question c'est en quoi il vous surprend encore? Parce qu'il est changeant. Il a des facettes multiples. Oui. On ne s'attend jamais à la facette qu'il peut vous sortir aujourd'hui ou demain. Oui. Et vous savez, quand 30 ans, on peut dire que ça peut être une routine.
parce que ça fait quand même beaucoup sûr, d'années. absolument. Mais arriver à surprendre, à étonner, à fasciner pendant tout ce temps-là, je crois qu'il y a quelque chose qui me paraît pas simplement humain au sens étymologique du mot. Oui. Et je crois qu'il y a un mysticisme en lui qui fait qu'il peut de temps en temps faire le rôle de plusieurs personnages à la fois, aussi bien différents les uns que les autres. Oui. Et vous parlez, c'est difficile à expliquer. Vous parlez justement, et en tout cas on lit tout cela dans ce livre magnifique encore une fois, vous parlez justement de cette transformation, notamment en 1994 à Paris, cette révélation mystique qui a débuté à Paris. Est-ce que vous n'allez pas tout dévoiler, mais quelque chose a changé en lui? C'était quoi exactement? C'est difficile à dire, Chérif. Oui. C'est bien, vous avez bien lu. Oui. Le livre, et je crois que le grand poète Amadou Lamine Sall vous a fait une faveur. Oui. Vous êtes le premier à avoir le livre imprimé. C'est vrai. Et vous l'avez bien lu. Merci. C'est vrai que 1994-1995 marque une étape très importante dans la vie du général de Bamba. Effectivement, moi j'étais à Paris pour raison de santé. Il a quitté Paris pour Dakar. Mais c'était un personnage difficile à reconnaître, déjà physiquement, avec, comment on appelle ça, Il avait complètement changé. Il avait changé. Ouais. Et quand j'ai averti, pendant qu'il était dans l'avion, j'ai appelé la famille à la maison en leur disant « Ah, celui qui arrive là, il se passe quelque chose. C'est pas celui qui vous a quitté il y a quelques semaines. Les gens riaient, ils sabotaient, ils ne me croyaient pas. Ils ne comprenaient pas cette transformation. Il paraît que quand il est arrivé, moi j'étais pas là, comme un lion déchaîné. C'est extraordinaire. Alors, comment lion déchaîné? Moi, je dis ça. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Je ne l'ai pas écrit, mais je le pense. Il y a l'année suivante, 1995. Ça, c'est les années. C'était l'année quand même de la turbulence, où quand même un sacré personnage. Il décide d'aller rendre visite aux pensionnaires de la maison d'arrêt de Rebeuss sans autorisation, en donnant de fièvres ardentes au ministre de l'Intérieur de l'époque, Abdourahmane Sow. Oui. C'était quand même extraordinaire. C'était extraordinaire. C'était une année, une folle année. Oui. Une folle année où tout aurait pu se passer. Vraiment. Mais je crois qu'il a la baraka de son grand-père et guide. Et je pense que c'était le début d'une mission très mystique qu'il avait complètement transformée. Et que ce n'est que si vous lisez le livre, après toutes ces turbulences qui se sont enchaînées les unes après les autres, il y a eu un apaisement avec le décès de sa grand-mère, Sornema Mariama Sey, Berry Sey, la mère de Serigne Ousmane Mbacké Noreyni. Et c'est à partir de ce moment qu'il s'est apaisé, qu'on a pu un peu le canaliser et qu'il est revenu à la normale, plus ou moins. Mais c'était pas gagné. Le monde carcéral l'a toujours intéressé. Il a toujours eu de la commisération pour les détenus. Pourquoi cela? Je crois que parce qu'il a une grande mansuétude envers ceux qui sont dans les liens de la détention. Et lui-même, il dit que son guide, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, a passé 33 ans entre les mains des autorités coloniales. Et qu'il aurait voulu, lui, être en prison. Comme ceux qui y sont. Et Dieu ne l'a pas voulu ainsi jusqu'à maintenant, en tout cas. Et on a eu également beaucoup de parents talibés qui sont dans les geôles, c'est vrai. Mais il a vraiment une attention particulière pour les prisonniers, les prisonnières. Et il paraît chaque jeudi dans plusieurs MAC, maisons d'arrêt et de correction, ils organisent des chants en l'honneur de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Et je crois que pour lui, c'est un immense plaisir de savoir que son guide est vénéré partout, même par ceux qui n'ont pas la liberté de se mouvoir. Vous citez Terence d'ailleurs, je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, parlant de Serigne Modou Kara, qui a eu ce rêve
fou lui aussi de faire, en tout cas d'être incarcéré. Il y a ce passage également dans ce livre fort intéressant, sa convocation à la au commissariat de Tionk, donc commissariat central. Lui, il est tout excité parce qu'on l'a convoqué et tout de suite après, il y a les talibés qui affluent vers le commissariat. Le commissaire Abdoulaye Diop lui dit finalement non, s'il vous plaît, restez chez vous, j'arrive. Et lui, il est déçu. Oui. Et tout cela, pour ne pas raconter, tout se termine par un coup de fil du président Macky Sall. Vous faites tout pour lui passer et par la suite, vous fondez en larmes. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y avait eu beaucoup d'émotions. Oui. On ne savait pas, il y avait des sentiments contradictoires qui nous habitaient tous parce qu'on ne comprenait pas c'était quoi cette convocation. Et en fin de compte, c'était rien. Il y avait beaucoup de bruit autour et c'était rien. Le commissaire a dit au KS, Cara Sécurité, qui sont vraiment des soldats sans armes, même pas une lame dans leur poche, et qui ne disent que Djeredjef et Serigne Touba. Et il fallait juste qu'ils ne mettent plus de tenue militaire. Oui, mais vous lui passez le président de la République Macky Sall et vous fondez en larmes. Pourquoi ? Oui, parce qu'il est trop... Je trouvais qu'il a été trop gentil avec le président Macky Sall. Ah, oui. Je pensais qu'il allait éclater sa colère. Le tenser un peu, même si c'est le président de tous les Sénégalais. Mais il a été trop doux, trop gentil. Et moi, c'était peut-être le trop plein d'émotions qui m'a fait craquer. Qui vous a fait craquer. Il avait également de très bonnes relations avec les chefs d'État africains, je pense à Papa Maréchal, une relation privilégiée, mais aussi les présidents du Sénégal. Avec Diouf, c'était, Wade était un complice, les relations étaient plus ou moins cordiales avec Diouf, avec Macky Sall, compliqué au début, mais fluide après. Pourquoi ? Parce que c'est difficile. On pense toujours que le temporel et le spirituel font bon ménage. Et ce n'est vraiment pas toujours le cas. Ah oui ? Oui, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une sorte de rivalité tacite ou implicite et chacun pense qu'il a le pouvoir de son côté. Même si quand même, on sait que les chefs religieux constituent une force tranquille, une soupape de sécurité pour ce Sénégal. Nous avons vécu beaucoup d'événements et nous savons que la grande paix et la sérénité qui se dessinent en ce moment sont aussi l'œuvre des chefs religieux spirituel. Oui, et des prières qui ne cessent de prodiguer pour le Sénégal, les Sénégalais, l'Afrique et le monde. Et je crois que c'est pour cela que Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ne se définit pas comme un marabout. Ce n'est pas un chef religieux ordinaire. Moi, je pense que c'est un guide, c'est un leader d'opinion. C'est un homme politique aussi. Il a créé son parti en 2004. Et le fait historique, vous êtes le premier couple élu à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand même extraordinaire. En 2012. En 2012. Effectivement. Oui. Il était premier sur la liste, j'étais derrière. Il s'est désisté. Et finalement. Le grand Serigne était derrière. Exactement. Et il s'est désisté. Mais ce n'est vraiment pas un politique, au vrai sens du mot. Et le parti n'était pas réellement un parti politique traditionnel. Le PVD. Voilà, le PVD. C'est le parti de la vérité pour le développement. C'est un parti qui, au tout début, se voulait un parti de régulation entre l'opposition et le pouvoir. Ça a été une station difficile, équilibriste, qui a été difficile de tenir. Mais nous n'avons jamais réagi politiquement ou agi politiquement comme les autres partis. Ce qui nous a différenciés. Et en 2012 et en 2017, nous sommes partis sous notre propre bannière pour nous tester un peu et voir ce qu'on pouvait valoir sur le paysage politique. Et ce n'est qu'en 2019, la dernière législature, que nous avons accepté d'être sur la liste de Ben Bokk Yakaar. Et le président Macky Sall avait eu la gentillesse de me mettre à la 9e place.
On a été élus, bien sûr, mais après, j'ai décidé de démissionner pour convenance personnelle. De vous retirer de la vie politique? Non, de démissionner de l'Assemblée. Démissionner de l'Assemblée nationale. En ce moment, je suis au FDSUT, le Fonds de développement du service universel des télécoms, comme membre du comité de direction. Et je crois que c'est beaucoup plus calme maintenant pour moi que l'Assemblée et toutes les péripéties que l'on connaît avec cette législature. Oui, vous quittez un peu l'escalade belliqueuse de la politique, on peut le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, Cyril Modou Kara. Pour revenir à ce bouquin, vous faites une révélation de taille, notamment son rêve de rentrer dans une église pour chanter la Sainte Marie. Je m'arrête là pour laisser les autres découvrir. J'en ai dit beaucoup pour ne pas divulgacher, mais j'aimerais parler de vous quand même, parce que vous vous effacez. Vous ne parlez pas de vous dans ce livre, Madame Sokhna Dieng Mbacké. Est-ce à dire que quand on vit avec des personnalités comme celle-là, il ne faut pas se mettre en avant? Non, c'est pas ça du tout. C'est quoi alors? C'est pas ça. C'est quoi? Vraiment, c'est parce que ce livre lui est dédié. Oui. Si j'avais fait un livre sur mes mémoires, j'aurais parlé de moi, de mon parcours, jusqu'à maintenant. Mais je parle de lui et je pense qu'il était nécessaire que je le mette en avant. Mais vraiment, nous n'avons pas ces préjugés de primauté de l'homme sur la femme, etc. À part etc. vos rêves que vous racontez dans le livre. Oui, c'est parce que j'ai toujours été cartésienne. Oui. Donc, j'ai toujours raisonné. Mais après, c'était difficile. Vous avez toujours cherché à comprendre. Mais jusqu'à présent, vous ne le comprenez pas. Non, je ne comprends toujours pas. Je donne ma langue au chat. Oui. Est-ce d'ailleurs un sacrifice pour vous, la disciple de Descartes, vous venez de le dire, dotée d'un esprit cartésien, journaliste, première femme quand même, directrice de la télévision nationale. Est-ce un sacrifice ou bien un privilège finalement d'être à côté de cet homme? Je n'ai pas senti de sacrifice consenti, vraiment. C'est une position que j'ai assumée depuis 1990-91. Et j'ai estimé qu'il était temps à l'époque d'envisager une vie spirituelle différente de ce que j'ai connu dans le milieu médiatique de l'audiovisuel. Et c'était un choix personnel que je ne regrette pas. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses, que peut-être je n'aurais pas pu apprendre en restant à la télévision ou ailleurs. Mais bien sûr, j'ai eu quand même une vie parlementaire. Absolument. Le Sénat, l'Assemblée, presque 3 législatures, 4 avec le Sénat. J'ai continué à travailler, une vie parlementaire, une vie médiatique. Ça ne vous manque pas tout ça? Non, le micro ne vous manque pas. Rappelons encore une fois que vous êtes quand même la première femme directrice de la télévision nationale, qui est en fleuron, qui est la maison mère. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la pratique d'aujourd'hui? Quelle pratique? La pratique journalistique de nos jours. C'est important, votre voix compte aussi dans ce domaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dis toujours que nous n'avions pas la chance d'avoir les moyens de notre travail. Malheureusement, c'était le début et les moyens étaient très réduits, au strict minimum. Et quand vous regardez le musée de la RTS avec ses appareils, vous disiez, mais ça c'est l'Antiquité ou c'est le Moyen-Âge. Mais là, je pense que la presse d'aujourd'hui a la chance d'avoir d'abord des équipements extraordinaires. Les outils. Non, les outils. Mais malgré tout, je crois que ce qui manque, c'est la formation. L'envie d'apprendre, de se parfaire, la culture générale. Beaucoup de choses. Et je dis souvent, quand c'est à la télévision, nous en savons quelque chose, à notre époque, on se dit facilement star. Star, reconnu dans les rues, dans les cérémonies. Et tout ça, quand on est jeune, ça vous monte un peu à la tête. Mais je crois que la relève va être bien assurée. Je crois, malgré tous les problèmes que connaît la presse, je sais que les maisons de presse aussi ont beaucoup de problèmes de fiscalité. Et nous souhaitons que le nouveau régime soit beaucoup plus attentif, beaucoup plus compréhensif envers les médias,
qui composent une partie extraordinaire du peuple sénégalais et qui participent au développement, à la conscientisation et à l'éducation des masses. Donc je préférerais qu'il n'y ait pas de conflit entre les médias et le pouvoir actuel. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir, cher plaisir est pour moi. Sokhna Dieng Mbacké, rappelons-le, vous êtes l'auteur de ce livre phénoménal général Kara, Sokhna Faty Issa Dieng Mbacké, à l'état civil. C'est le nom. C'est important. C'est le nom de la mère de Mame Thierno Ibra Faty. D'accord. Le cadet de Serigne Touba qui est à Darou Mouhty. Parfait. Sa maman, c'est Sokhna Faty Issa. Oui. C'est mon homonyme. Et la maman de Serigne Touba, c'est Mame Diarra Bousso, la scène de Porokhane. En tout cas, c'est le... Donc j'ai aussi un nom prédestiné. Absolument, comme si c'était écrit tout cela. En tout cas, vous avez le même nom que notre Faty, notre Faty Dieng. C'est une parente à moi, Faty. Que l'on embrasse. Je lui fais un coucou. Oui, ce livre est un document rare sur la vie et l'œuvre de Serigne Modou Kara, à paraître donc chez les éditions Feu de Brousse du merveilleux Amadou Lamine Sall. On y trouve d'autres témoignages, notamment celui de Sokhna May, la grande sœur de Serigne Modou Kara, Mohamed Nying et Seydou Bamba Diop et tant d'autres. Merci encore une fois, chère. C'est moi, Chérif, pour cet intérêt pour le livre et pour votre aimable invitation. C'est un plaisir. Bonne continuation et à bientôt. Merci à vous. Chers téléspectateurs, restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.